Bonjour à tous. Alors, en ce début d'année, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir pris des résolutions et surtout à vouloir prendre de nouvelles orientations, faire des changements dans votre vie. Mais est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit idéal, le plus propice à ces changements? Peut-être que dans les premières semaines de l'année, vous êtes bien parti, mais que maintenant vous vous sentez démotivé. Il se peut que vous vous sentiez inadéquat, déçu, découragé. Peut-être même que vous ressentez de la tristesse ou du chagrin et que ça vous empêche d'avancer avec vos intentions. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir 5 clés précieuses qui vont vous aider. C'est une nouvelle année et vous avez probablement déjà été bombardé d'informations sur la façon d'envisager votre décennie idéale, de créer des objectifs, de respecter les résolutions, de perdre du poids, d'être plus heureux et tout et tout. Ça devient écrasant, non? Cette surcharge d'informations, cette injonction peut vous paralyser au lieu de vous motiver. Par où diable commencer? Êtes-vous peut-être en train de vous demander? Lorsque vous planifiez votre journée, votre année ou votre décennie, changez de mentalité pour déterminer ce que vous voulez accomplir. Imaginez plutôt ce que vous voulez ressentir. Une fois que vous avez identifié les sentiments, les émotions que vous désirez, vous pouvez travailler à créer des objectifs qui vous aideront à atteindre cet état. Mais ressentir à l'avance de la joie à la pensée que tel changement s'est manifesté dans votre quotidien ne suffit pas. Que se passe-t-il lorsque vous avez des objectifs et intentions inspirés par les sentiments, mais que vous êtes coincé? Lorsque vous remarquez que votre état mental et émotionnel vous fait dérailler par rapport au cours que vous souhaitez, vous pouvez utiliser les outils suivants pour vous remettre sur la bonne voie. Premier outil, soyez présent à vos souffrances. Ça semble complètement contre-intuitif de vous dire ça. Si vous essayez de sortir de votre état mental, pourquoi resteriez-vous présent avec lui? C'est la nature humaine d'essayer d'éviter la douleur. Vous ne saisiriez pas une bûche brûlante dans votre cheminée, ne frapperiez pas vos doigts avec un marteau. Si vous le faisiez, vous ressentiriez une douleur intense. Mais cette douleur sert un but précis, elle vous protège. Dans les exemples ci-dessus, vous perdriez votre peau, vous casseriez vos doigts si vous ne ressentiez pas de douleur. Mais qu'en est-il de la douleur mentale ? Que faites-vous lorsque vous ressentez la douleur de la solitude, du chagrin, du manque? L'évitez-vous à tout prix, comme vous évitez de toucher une poêle chaude? Peut-être que vous vous étourdissez en divaguant dans les réseaux sociaux sans réfléchir, ou en buvant un grand verre de vin. Ou vous utilisez peut-être une méthode courante pour gérer la douleur émotionnelle, en prétendant qu'elle n'existe pas, en la niant. Si cela vous ressemble, vous n'êtes pas seul. La société fait un excellent travail en nous apprenant tous à masquer la souffrance intérieure. Est-ce que vous portez ce masque sociétal? Au lieu d'essayer de vous débarrasser de votre souffrance ou de la couvrir avec un masque, être présent à elle peut être une pratique utile et transformatrice. Considérez cette citation attribuée au psychologue Carl Gustav Jung. Ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais grandit. Ainsi, si vous résistez à la souffrance, vous ne pourrez pas y faire face et passer de l'autre côté. Que signifie être présent à votre souffrance? Lorsque vous ressentez du chagrin, de la tristesse, de l'anxiété, de la douleur ou de la peur, voyez si vous pouvez appliquer la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayez d'observer ces sentiments avec curiosité et sans jugement. Remarquez où vous ressentez la douleur dans votre corps et ce que vous ressentez. Remarquez également les pensées et les émotions qui accompagnent la douleur. Pouvez-vous observer la sensation, vos pensées, vos émotions comme si vous étiez un scientifique observant une expérimentation? Si vous pouvez être présent à votre souffrance, vous pourrez y faire face avec l'amour et la compassion dont elle a besoin et qu'elle mérite. Le deuxième outil que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est liez-vous d'amitié
avec votre critique intérieure? En parlant de pleine conscience, avez-vous déjà fait attention à la petite voix dans votre tête? Comme quand vous restez présent à votre souffrance, que se passe-t-il si vous prenez conscience de cette voix critique au lieu de la faire taire? Il y a de fortes chances que ce critique intérieur fasse de son mieux pour vous aider à développer votre estime de soi. Entraînez-vous à traiter votre critique intérieure comme si c'était votre ami. Vous en retirerez beaucoup d'informations sur vous-même. Votre critique intérieure vous compare-t-il à d'autres? Vous insulte-t-il? Donnez-lui un nom et vous créerez ainsi une séparation entre lui et vous. Soyez créatif, amusez-vous pour le baptiser. Cultivez avec lui une conversation valorisante. Troisième clé précieuse pour améliorer votre état mental, accordez-vous une pause, comme une sorte d'autocompassion. La société, l'éducation vous formate à être gentil avec les autres, mais on ne vous apprend pas souvent à être gentil avec vous-même. La chercheuse en autocompassion, Christine Neff, qui est PhD, qui a un doctorat, a développé la pause d'autocompassion. Elle dit que ça se passe en 3 étapes. D'abord, apportez de la conscience à votre état mental et à ce que vous ressentez. Remarquez sans jugement où vous ressentez l'émotion dans le corps, ce que vous ressentez et quel genre de pensée vous anime. Ensuite, pensez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres personnes sur cette planète ressentent ce que vous ressentez. Cette idée, connue sous le nom d'humanité ordinaire, vous aide à réaliser que votre souffrance ne vous isole pas des autres, mais vous fait plutôt appartenir à la communauté humaine. Ensuite, apportez-vous de la gentillesse. Vous pouvez vous donner le type d'encouragement que vous offririez à un ami, comme « ça ira » ou « allez, t'en fais pas ». Vous pouvez également essayer de vous apaiser en vous tenant la main, en vous serrant dans vos bras ou en prenant doucement votre visage dans vos mains. Lorsque vous prenez même un bref moment pour vous occuper de ce qui vous dérange, avec gentillesse et douceur, vous pourrez continuer et changer votre état d'esprit plus rapidement. Quatrième clé d'aujourd'hui, c'est bouger. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous entendez votre chanson préférée et que vous ne pouvez pas vous empêcher de taper du pied? Peut-être sentez-vous même l'envie de vous lever et de danser. Est-ce que votre humeur change? La psychologue sociale et auteure Kelly McGonigal, PhD, aborde cette question dans son livre « La joie du mouvement ». Comment l'exercice nous aide à trouver le bonheur, l'espoir, la connexion et le courage. Elle décrit des recherches montrant que bouger votre corps peut vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour mener une vie plus saine et plus connectée. Bouger votre corps est l'expression naturelle de la vie, du plaisir de vivre. Et si vous bougez en collectif, dans un groupe de danse, un groupe de yoga, vous bénéficiez de l'effervescence collective, ainsi nommée en 1912 par le sociologue français Émile Durkheim. Kelly McGonigal écrit que selon Durkheim, il y a une autotranscendance euphorique que les individus ressentent lorsqu'ils se déplacent ensemble dans le rituel, dans la prière ou le travail. Le mouvement synchronisé crée un sentiment de connexion puissant. Et c'est un sentiment que les humains recherchent. Alors si vous n'aimez pas les cours collectifs, une simple promenade autour de chez vous peut vous aider à sortir d'un état indésirable. Concentrez-vous sur la recherche d'une forme d'activité physique que vous aimez et commencez à prendre soin de votre bien-être émotionnel. 5e clé d'aujourd'hui, tendez la main. Essayez de tendre la main à vos amis, vos collègues, les membres de votre famille, les voisins. Maintenir des liens sociaux positifs, c'est améliorer votre santé mentale. Est-ce que vous avez essayé de cultiver des relations avec les gens qui vivent près de chez vous? Les voisins peuvent être une source importante de réconfort et de joie. Bien sûr, vous ne devez pas compter uniquement sur les voisins pour vous aider à changer votre état mental. Vous pouvez vous connecter facilement à vos amis, à votre famille grâce à vos appareils mobiles, mais
les rencontrer en vrai est beaucoup plus puissant. Lorsque vous avez besoin d'un changement d'état mental, résistez à l'envie de parcourir les réseaux sociaux. Appelez plutôt quelqu'un, associez cet appel téléphonique à une promenade dans le quartier et remarquez ce qui arrive à votre état d'esprit. Si vous essayez les 5 clés précieuses que je vous offre aujourd'hui et que rien ne semble vous aider à changer votre état mental, eh bien, rappelez-vous que tout est impermanent, tout passe. En tous les cas, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous me parliez de vos méthodes à vous, personnelles, de transformation, d'amélioration de votre état mental. Et évidemment, si vous désirez une transformation intérieure profonde, et pour que cette transformation intérieure puisse se manifester ensuite dans votre vie quotidienne, eh bien, je vous invite à remplir le formulaire pour que nous ayons ensemble une conversation pour que je vois quels sont vos blocages et comment je peux vous aider. En attendant, je vous salue et je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.